Je ne veux plus entendre dire que les États-Unis sont un pays obscurantiste, que le droit des femmes y est bafoué, gna gna gna, on peut plus avorter, c'est faux. Regardez la Warner, ils ont carrément avorté de Batgirl alors qu'ils étaient sur le point d'accoucher du film, ils venaient de perdre les os. En plus, ça serait pour essayer d'esquiver des impôts. Normalement, pour toucher des allocs, on fait des gosses. On les avorte pas au bout de 9 mois de grossesse. Ah non, mais attendez, sérieux. Je suis malade pendant 2 semaines et c'est pile le moment où la Warner explose en plein vol. Alors, ils essaient quand même de rassurer les fans en disant non, ils ont un plan sur le long terme, 10 ans de films d'ici de prévu. Sauf que ça, on sait très bien que c'est comme Peter Parker et son tonton. Il y en a jamais eu. Mais non, ils veulent faire comme Marvel Studios qui ont cassé la San Diego Comic Con comme on casse des pauvres toilettes en émail après avoir mangé un tacos 18 viandes dont 2 fraîches seulement. Ils se sont largués en annonce de films. Ils ont annoncé jusqu'à la phase 6 avec notamment 2 films Avengers au titre qui ont fait demi-moller les fans de comics puisque le dernier s'appellera Avengers Secret Wars, sauf qu'on sait qu'il ne ressemblera en rien aux comics dont il est adapté, que ce soit les premières ou les deuxièmes guerres secrètes. Ça c'est la jurisprudence Civil War. Et on sent qu'ils veulent faire de Kang le nouveau Thanos, sauf qu'il va falloir se lever très tôt. Thanos il est devenu tellement iconique que 3 ans après la sortie d'Avengers Endgame, on voit encore ce genre de statue en crossover avec le Seigneur des Anneaux, puisqu'on lui voit clairement l'œil de Sauron, voire même son petit Frodon saké qui pend dessous. Et surtout, dès qu'une meuf poste une vidéo d'elle en train de croquer un fruit violet, tout le monde s'imagine qu'elle est en train de lui bouffer sa paire de gemmes de l'infini. Donc bonne chance Kang. Bon, j'ai un petit peu digressé, mais vous savez, après 2 semaines, le JT c'est comme le dos de Batman après qu'il ait rencontré Ben, il n'y a plus aucune structure. Mais ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 359e JT Comics. C'est pour tous ceux qui trouvent les Funko Pop un petit peu moches, un petit peu vulgos, un petit peu trop populaires. Eh bien Marvel collabore avec une maison de joailliers et ils vont sortir une vraie collection de 6 pierres d'infinité, de vraies pierres précieuses qui cumulées font 150 carats en tout pour la modique somme de 25 millions de dollars. À ce prix-là, j'espère au moins que le gant est offert. Il est temps pour nous de nous mettre en quête des news de la semaine. Chassé-croisé, c'est les vacances pour beaucoup, j'espère qu'elles sont bonnes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'où vous regardez ce JT Comics. Je pense évidemment aussi aux nombreuses personnes qui bossent, qui bossent dur. Et on va un petit peu se dépayser justement grâce à l'artiste Sarah Louver qui revisite l'univers de DC Comics à la sauce des studios Ghibli avec tout plein de prints, de remix de Billy Batson tout d'abord, qui est revisité à la sauce Le Château dans le ciel ici, et puis ensuite à la sauce du cultissime Mon voisin Totoro, et puis ensuite avec Mary of the Rock of Eternity, on vient revisiter Nausicaa de la Vallée du Vent avec la nouvelle Shazam justement, Mary Marvel, pareil pour Kara of the Planet Krypton, la cousine de Superman, qui pensait être le tout dernier survivant de Krypton, alors qu'en fait il y a plus de Kryptoniens que d'habitants en Lozère. Kara qui est aussi revisité en mode Totoro ici, à l'occasion de relire tous ces bons comics de Shazam ou de Kara, et également de regarder les films des studios Ghibli, ça sera jamais perdu. La hype est morte. Aïe 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 les amis, l'heure est grave, puisque l'entreprise de consulting Morning Consult a réalisé un sondage auprès de 2200 Américains, des adultes qui n'ont aucune revendication particulière, et puis des adultes qui se revendiquent fans de Marvel. La question est simple, est-ce que vous êtes intéressé par les films de super-héros? Alors quand on compare les résultats de début août à ceux d'il y a 9 mois en arrière, eh bien on perd 5 points sur les 2 échantillons de population. Alors on reste quand même à 82% de fans de Marvel qui restent intéressés par les films de super-héros, ce qui est énorme, et 59% des adultes de la population générale, on va dire, qui le sont aussi, ce qui est pas dégueulasse non plus. Et c'est vrai que depuis 3 ans et le début de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, eh bien les critiques, aussi bien celles du public que des professionnels, ont tendance à être de pire en pire. Shang-Chi manque de profondeur, Thor Love and Thunder vient déconstruire l'évolution du personnage depuis son premier film. Les Éternels a été un petit peu boudé et n'a pas forcément intéressé les foules, alors faut quand même prendre un petit peu de recul et se souvenir de la phase 1 du MCU qui essayait de bâtir un univers uniforme pour tendre vers le premier film des Vengeurs de Joss Whedon, qui n'était pas forcément mieux noté par la critique. Bien là, la phase 4, c'est un petit peu comme une nouvelle phase 1, ça vient tout chambouler, tout éclater, en alternant en plus avec les séries sur Disney+. Donc peut-être que d'ici la fin de la phase 6, eh bien, on aura retrouvé l'engouement, quand tous les vieux fans comme nous seront morts. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous aimez toujours les films de super-héros, ou si ce sondage reflète finalement votre propre opinion. Moi j'aurais tendance à dire que tant qu'on a des comics à lire, eh bien, tout ira bien, et puis peut-être que la saga du multiverse, qui regroupe les phases 4, 5, 6 du MCU, sera devenir aussi populaire que la saga de l'infini.
Flash Info. Dans l'actu ciné, moi j'aimerais juste vous parler de l'arrivée de The Hood dans le Marvel Cinematic Universe, un excellent vilain, mi-mafieux, mi-ésotérique, Harry Potter, Patrick Balkany, pof, un vilain qui était super à lire jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu trop puissant et un petit peu compliqué à manipuler. Là, il fera son entrée dans la série Ironheart. Alors pour l'instant, sur les photos de tournage, il ressemble plus au petit chaperon rouge, mais il ne faut pas préjuger. Mais non. Là, c'est impossible de ne pas parler de cette stratégie complètement inédite de la Warner, qui consiste à venir complètement massacrer, tuer, décapiter un film qui a coûté 90 millions après sa production, Batgirl. Ce sont des choses qui arrivent dans l'industrie du comics, mais apparemment dans l'industrie des films, selon certains producteurs et tout ça, c'est du jamais vu en 30 ans. Alors, plusieurs raisons qui sont avancées, officielles, officieuses. La première, c'est que les séances de tests ont été complètement désastreuses, le public disant que ça ressemble à un mauvais épisode d'une mauvaise série. La deuxième, ça serait que la Warner s'en servirait pour faire une déduction d'impôts, ce qui veut dire que le film ne pourrait jamais être exploité, ni en streaming, ni nulle part. Il faudrait un Ryan Reynolds pour venir le leaker habilement, le faire fuiter. Vous pouvez tous oublier vos hashtags release the Batgirl et vos pique-niques devant le siège de la Warner, ça ne servira absolument à rien. Et la troisième, c'est la raison officielle avancée par la Warner qui dit que non, ça n'a rien à voir avec le talent du réalisateur, de Leslie Grace en Batgirl, c'est simplement le fruit d'un changement de direction dans la sortie des films de l'univers DC. Ça pue complètement, comme quand tu dis à une meuf dont tu ne sais plus comment te débarrasser que le problème vient de toi, pas d'elle. Ça pue complètement la douille. Mais Batgirl, c'est rien du tout à côté du dossier explosif de la Warner, le film The Flash, le film maudit, puisqu'Ezra Miller aurait été pris en train de cambrioler une maison pour y voler de l'alcool. Ça, c'est mon héros. Entre ça et son comportement beaucoup plus problématique de gourou, de violence, eh bien je ne vois pas comment la Warner pourra maintenir la sortie du film The Flash. Et alors j'ai une pensée émue pour Michael Keaton, qui était prévu pour apparaître dans The Flash et dans Batgirl. Alors, et en plus, il y a quelques articles au titre un petit peu putassier qui sont sortis sur lui. Pourquoi est-ce que Michael Keaton a accepté de remettre le bat costume? Eh bien tout simplement parce qu'il arrive, il fait une demi-journée de tournage, il est grassement payé et en plus les films ne sortent pas. Pourquoi Michael Keaton n'a-t-il jamais vu de film de super-héros, pas même Batman? Eh bien parce qu'ils sortent pas au final ces films, tout simplement parce que l'acteur qui joue le héros est encore plus maléfique que le Reverse Flash, donc c'est un petit peu compliqué. Pourtant Michael Keaton c'était clairement le Charlie Cox de la Warner, celui qu'on saupoudre un petit peu partout en caméo pour attirer encore plus de fans. Sauf que Daredevil, si lui il nous voit pas, nous on va le voir et pas qu'un peu, puisque Marvel douterait la qualité de certaines de ses séries au point de le mettre absolument partout. Il a re-signé, il va charbonner, il a été dans Spider-Man No Way Home, il sera dans Echo, il sera dans She-Hulk, il sera dans Freshman Year, la série animée pour du doublage. Et puis dans sa renaissance, la série Disney+, Daredevil Born Again, encore une fois un titre iconique, l'arc de Frank Miller, et donc 18 épisodes pour la série, ça c'est assez impressionnant, c'est inédit pour Marvel. Heureusement que DC garde son autre atout, le Batfleck, Ben Affleck, qui devait probablement chercher un costume de Batman dans ce Micromania parisien, puisqu'il est de retour dans Aquaman numéro 2, peut-être qu'il a pris la place d'Amber Heard, et que le film a été retransformé en fanfiction avec un nouveau titre, Aquaman 2, le trident, c'est juste un fauteuil 3 places pour des gens ambitieux. De quoi lire? On commence avec une petite news presque avariée, mais comme elle est bien épicée, vous sentirez absolument rien. C'est comme dans les merguez. J'ai été agréablement surpris par le volume de news purement comics de la San Diego Comic Con, mais l'effeuillage qui m'a le plus émoustillé, c'est la prochaine Hickmanerie de chez Marvel, un projet qu'il a apparemment proposé à Marvel il y a 3 ans en même temps que Oxbox, mais ils ont préféré d'abord faire les X-Men. Ils présentent ça comme son Sandman de l'univers Marvel. Déjà, il y a du level, le petit teasing nous dit ce qu'il arrive quand les puissances en place rencontrent l'ordre naturel des choses. Ça sent le cosmique, puisqu'il y a des étoiles. Ça sera dessiné par le talentueux Valerio Schiti, que vous pouvez voir sur la série Sword avec Al Ewing. Donc moi j'ai le hameçon qui est fusionné dans ma glotte. J'adore les coups de pied de Jonathan Hickman dans les statu quo, donc je serai clairement au rendez-vous. Autre effeuillage qui va ravir les fans, c'est celui du prochain crossover Batman et Spawn, que montre
Greg Capullo. Alors ça sent le crossover classique, à savoir que Batman, Spawn vont se taper sur la gueule avant de réaliser qu'ils peuvent bosser ensemble. On dirait Macron et Le Pen à la dernière élection présidentielle. Et on voit même Batman, Bruce Wayne jeune et Al Simmons tout jeune déjà se battre. Pourquoi ? Ça sent le gros carton des ventes de fin d'année. Et chez Marvel, on est comme chez DSK, on ne pense qu'au Hulk avec une double dose de Colosse de Jade, une qui commence dès aujourd'hui dans le X-Men Legends numéro 1, où on va avoir un main event de qualité puisqu'il va être confronté encore à Wolverine, un petit peu comme à ses tout débuts, et justement en plus c'est par son papa, Roy Thomas, avec des dessins de Dave Watcher. On aurait pu croire que le combat avait été réglé dans Ultimate Marvel, quand Hulk avait fait de Wolverine une moitié-moitié, littéralement. Mais non, apparemment, on nous réserve encore des surprises. Et en parlant de surprises, 16 ans après le gros carton de Planète Hulk, donc l'histoire d'un Hulk exilé sur une planète hostile, où il va devoir se battre, exilé en plus par des amis qui l'ont trahi, les Illuminati, tous sauf Namor. Ça c'est un vrai pote. Et bien Greg Pak revient dans l'univers qu'il a créé pour nous raconter l'histoire 1000 ans plus tard, donc du fils de Hulk, sauf qu'on ne sait pas trop s'il a viré destructeur de monde, un petit peu maestro, ou s'il est resté plutôt bienveillant. On va le découvrir. On nous promet en tout cas qu'il y aura une belle construction de monde. C'est Garcia qui sera au dessin. Et puis Marvel organise des rencontres comme s'il s'appelait Tinder, puisqu'on va avoir droit à une nouvelle série régulière qui mettra en scène les aventures de la Chatte Noire et de Mary Jane Watson, dans le cadre du crossover entre Spider-Man et les X-Men qui s'intitulera Dark Web. Alors on pense évidemment au scénariste Jed McKee pour organiser tout ça, puisqu'il a fait une excellente série qui a bien remis le personnage de Chatte Noire sur le devant de la scène. Et alors le crossover impliquera aussi un autre gros classique, puisqu'il y aura Venom qui prendra part, père et fils. Et puis chez les indés, encore un super coup de Mark Millar, qui est connu pour ses cascades commerciales, publicitaires, ses coups de buzz, puisqu'il va proposer son Night Club, dessiné par Juanan Ramirez, avec un club d'adolescents qui ont été transformés en vampires et qui vont se servir de leur nouveau pouvoir pour se la jouer super-héros. Et bien ce comic book sera proposé à 1,99 $, et il dit prenez ça Marvel et DC, de la pure millardise, et prends-toi ça DC aussi, puisqu'il a réussi à venir un petit peu détourner, même s'il restera sur Batman, un artiste Jorge Jiménez pour organiser la suite de son comic book Nemesis. Le premier avait été dessiné par l'excellent Steve McNiven, et moi c'est vrai que j'avais pas trop aimé l'histoire de cet antagoniste, de ce vilain qui est aussi intelligent que Batman et qui se sert de son intelligence pour provoquer un chaos total. Mais en tout cas je serai au rendez-vous pour le deuxième, ne serait-ce que parce que ça va être un putain d'artbook. Lisez. Et bon, ces 2 dernières semaines, j'ai eu encore moins d'énergie que Tante May après qu'elle se soit pris une balle, mais j'en ai quand même profité pour rattraper mon retard sur les X-Men et rentrer dans le sas qui relie Inferno, qui est les adieux de Jonathan Hickman aux mutants, et Destiny of X, qui va être ce que les scénaristes vont faire sur ces nouvelles fondations. Ça s'appelle X-Live and X-Death, c'est probablement X pour 10 of Wolverine. Alors c'est assez déconcertant, mais j'ai kiffé. Je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que ça serait vous spoiler. Donc en fait cette partie du JT ne sert pas à grand chose, pas plus que celle qui arrive, puisque je me suis aussi régalé avec le Detective Comics numéro 1062 et l'arrivée de Ramvi sur Batman. J'adore l'antagoniste, l'entité qu'il a choisi d'opposer à Batman. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, des dialogues un petit peu poignants entre Dick Grayson et Bruce Wayne. Et je peux pas trop vous expliquer non plus, faut le lire. Voilà. C'est dessiné par Raphaël Albuquerque, et ça m'a donné envie de relire certains épisodes de Legends of the Dark Knight, la toute première série. J'ai pas vu non plus la série Sandman sur Netflix. J'aimerais avant relire l'œuvre en comic books, puisque c'est des comics, c'est pas juste un graphic novel, donc d'ici 2062 ça devrait être fait, mais je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Ça fait plaisir d'être de retour, je vous remercie vraiment pour tous vos messages, quand j'ai posté que ça serait décalé, vous m'avez envoyé plein de messages, plein d'amour, et c'est que ça qui compte. Je vous laisse encore une... Merde. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour vos pouces bleus, pour vos partages sur Twitter, vous tweetez, vous retweetez sur Facebook, vous m'incorporez dans vos stories Instagram. Merci beaucoup, ça me touche, je vois tout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous. J'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, c'est là que vous laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo. Je vous fais
D'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles toutes fraîches. Après avoir filé une mauvaise info sur le retour de Jon Bernthal en Punisher dans le MCU, Rosario Dawson a déclaré « On ne peut pas me faire confiance ». Eh bien si, Rosario, on peut te faire confiance et moi je te ferai confiance pour le restant de mes jours s'il le faut. Call me.